Lui, c'est Kemal Kılıçdaroğlu. C'est le principal opposant à Erdogan pour l'élection présidentielle turque de 2023, dont le premier tour aura lieu dans quelques jours au moment où on tourne la vidéo. Et ils sont actuellement au coude à coude dans les sondages, avec environ 50% des voix chacun. La majorité des sondages donne même Kılıçdaroğlu vainqueur au-dessus de Erdogan. Mais alors Erdogan peut-il perdre ses élections? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va faire un très rapide retour historique sur l'histoire de la Turquie moderne pour que vous compreniez un peu mieux les enjeux de l'élection. Donc en fait, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, dont la Turquie était le principal membre, s'est effondré et donc la Turquie moderne a été fondée en 1923 à la chute de l'Empire ottoman sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, qui était donc le premier président de la République de Turquie. Et en fait, Atatürk, il a lancé la Turquie moderne sur les bases d'une idéologie qui était la sienne, qu'on appelle aujourd'hui le kémalisme, et qui est fondée sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est la laïcité. La Turquie, c'est un pays à majorité musulmane, mais Atatürk, il trouvait que les liens entre la religion et l'État, ils empêchaient un développement démocratique du pays. Donc il a décidé d'imposer une laïcité un peu à la française, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir la religion qu'il veut, mais elle est reléguée à la sphère privée. Le deuxième pilier de l'idéologie kémaliste, c'est le nationalisme. En fait, pendant l'Empire ottoman, la Turquie, c'était une des nations de l'Empire ottoman, mais il y en avait plein. À l'inverse, la Turquie moderne, c'est un État-nation. C'est-à-dire que la nation turque est gouvernée par l'État turc et il n'y a pas de différence entre les deux. Et enfin, le troisième pilier, c'est le républicanisme. C'est une république parlementaire avec un président élu pour 7 ans, mais qui a seulement un rôle symbolique. Et les pouvoirs en fait sont surtout détenus par le Parlement qui élit le Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui va décider un peu du gouvernement, comme ça peut être le cas par exemple en Italie avec Giorgia Meloni en ce moment, qui n'est pas présidente mais qui est Première ministre. Mais Erdogan lui il a un peu changé les choses avec un pouvoir plus présidentiel. On va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Avant ça, je me présente très vite, je m'appelle Louis Carole, je suis en deuxième année à Sciences Po Lille, et avec Mathieu Maillard qui est également à Sciences Po Lille, on a fondé ce média, Le Vieux Continent, qui est présent sur TikTok, Instagram et YouTube. Et donc on parle d'actualité et d'histoire européenne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder tout ça et à vous abonner, c'est important pour le référencement. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu le contexte plus récent de la Turquie sur les dernières années sous la direction d'Erdogan, parce qu'il y a quand même eu des changements importants. En fait, Erdogan il est au pouvoir depuis 2003, donc de 2003 à 2014, il était Premier ministre, et ensuite de 2014 jusqu'à encore aujourd'hui, il est président de la Turquie. Et donc sous sa direction, il y a plusieurs choses qui ont changé, mais principalement 2 sujets. Premièrement, le caractère autoritaire du pouvoir. En fait, Erdogan, il a fait ce qu'on appelle la présidentialisation du régime de la Turquie. C'est-à-dire qu'en gros, en 2017, Erdogan il a décidé de supprimer le rôle de Premier ministre et de réunir les rôles de président et de Premier ministre ensemble. Et en fait, Erdogan, il défend ça comme un moyen de stabiliser et de renforcer les institutions. Mais les opposants à Erdogan, eux, ils dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir qui centraliserait toutes les décisions dans les mains d'un seul homme, du coup Erdogan. Un autre événement qui marque un peu cet exercice autoritaire du pouvoir, c'est en 2016, il y a eu une tentative de coup d'État de la part d'une partie des militaires. Et suite à ça, en fait, Erdogan, il a licencié ou même arrêté des dizaines de milliers de gens qui travaillaient en fait pour les différentes institutions de l'État, parce qu'il les accusait d'être complices de la tentative de coup d'État qui avait eu lieu. Et en fait, il y a pas mal d'observateurs qui ont dénoncé ça en disant qu'Erdogan profitait du coup d'État pour faire un peu de ménage dans les institutions et garder uniquement les gens qui sont d'accord avec sa politique. Et enfin, on peut parler brièvement des médias. On va pas s'étaler là-dessus, mais en gros, la Turquie, ce qu'il faut retenir, c'est que d'après Reporters sans frontières, qui fait un classement tous les ans des pays avec la meilleure liberté d'expression, et dans leur classement, ils mettent la Turquie 154e sur 180, donc quasiment dans les derniers pays. Donc ça, c'était pour l'exercice du pouvoir un peu autoritaire. Et maintenant, sur la laïcité, en gros, Erdogan, il est accusé par ses opposants d'être un islamiste et donc de ne pas respecter le principe de laïcité qui avait été posé par Atatürk. On peut donner quelques exemples. En 2008, Erdogan, il a autorisé le port du voile dans les universités. Et en tant que Français, vous vous rappelez peut-être qu'en 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, en France, il y avait eu un fort mouvement de la part des politiques et de la population pour dire en gros qu'on a le droit de caricaturer le prophète. Et suite à ça, Erdogan, il avait suivi un peu le mouvement dans certains pays musulmans et il avait appelé à boycotter les produits français. Alors ça, c'est du côté de l'opposition. Maintenant, Erdogan, lui, il réfute ces accusations d'islamisme. Et c'est vrai que dans ses discours, il défend toujours la laïcité. Elle a toujours été dans le programme de son parti. Et on peut dire, à titre d'exemple, qu'en 2019, il a ordonné le chantier de la première église construite dans le pays depuis 1923, donc presque un siècle. Mais ses opposants, et principalement le CHP, c'est-à-dire le parti un peu social-démocrate de Turquie, ils dénoncent en fait une laïcité de façade. Donc déjà, juste pour vous situer, l'élection, en fait, le premier tour aura lieu le 14 mai et le second tour, il aura lieu 2 semaines après, c'est-à-dire le 28 mai. Donc au niveau des candidats, à l'heure où je filme, il y a encore 3 candidats en lice. Au départ, il y en avait 4.
Sauf qu'il y a 2 jours, il y a un candidat qui a décidé de se retirer. Ce candidat, il s'appelle Muharrem Ince et les sondages lui donnaient à peu près 3% des votes. Et donc, il a décidé de se retirer pour éviter de disperser les voix anti-Erdogan entre plusieurs candidats. Ensuite, on a Sinan Ogan, mais on va pas s'attarder sur sa candidature parce qu'il obtient que 2,5% des voix dans les sondages. En fait, voilà, selon les sondages et la dynamique globale de la campagne, l'élection va surtout se jouer entre 2 principaux candidats, donc Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. Je vais l'appeler Kemal parce que son nom de famille, je n'arrive pas à le prononcer. Il a 74 ans et depuis 2010, c'est le président du CHP, Parti social-démocrate, nationaliste, laïque et pro-européen, fondé par Atatürk en 1923. Et donc pour ces élections de 2023, il est à la tête d'une coalition qu'on appelle Alliance de la Nation, qui est un peu la coalition de toutes les oppositions à Erdogan. Et en fait, cette coalition elle est très large, ils sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Parce qu'elle rassemble des sociodémocrates, mais aussi des partis plus conservateurs, et même un parti islamiste. C'est comme si en France on avait la NUPES qui s'alliait avec LR, enfin ça n'a pas beaucoup de sens, mais en fait l'objectif c'est surtout d'empêcher Erdogan d'accéder au pouvoir. Et donc pour vous dire rapidement ce que propose cette coalition d'opposition, la première chose et la principale, c'est la fin du régime présidentiel que Erdogan a mis en place, c'est-à-dire qu'il y aurait à nouveau 2 personnes à la tête de l'État, le Premier ministre et le Président. Le Président, il aurait juste des fonctions symboliques comme c'était le cas avant. Et le Premier ministre, lui, il serait à la tête du gouvernement et il serait désigné par l'Assemblée nationale. Bon, ensuite, ils ont pas mal fait campagne sur l'économie aussi. Il y a une crise économique en ce moment en Turquie. L'inflation a atteint 112% et ça va être un des principaux chantiers pour le nouveau président. Ensuite, il y a aussi la laïcité. Kemal, il est très laïque. Il a d'ailleurs fait la une des journaux pendant la campagne quand il a annoncé qu'il était membre de la minorité religieuse Alevi, qui est en fait un courant de l'islam qui représente environ 10% de la population en Turquie. Et enfin, évidemment, comme c'est une coalition très divergente, en fait, pour être élu, ils doivent surtout faire des mesures électoralistes. Donc, il prévoit par exemple de libérer de nombreux prisonniers ou de financer pas mal de choses pour les jeunes. Et face à lui, c'est Erdogan. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui remettent en cause son droit à être candidat. Parce qu'en fait, d'après la Constitution, du coup, un président, il peut être candidat que 2 fois. Et là, en fait, théoriquement, c'est la 3e candidature d'Erdogan. Mais en gros, d'après les soutiens d'Erdogan, comme on a changé la Constitution en 2017, et sa candidature de 2014 ne compte plus. Les compteurs auraient été remis à 0. Bon, on va pas s'attarder sur lui parce qu'on fera une vidéo la semaine prochaine. On présentera sa vie en entier depuis son enfance jusqu'à maintenant. Donc d'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo, abonnez-vous pour pas la louper dans une semaine. D'abord, il faut dire que même d'après les sondages, il n'y a pas du tout de réponse claire. En fait, il donne Kemal gagnant environ en moyenne à 51% contre 49% pour Erdogan. Alors, qu'est-ce qui pourrait jouer en la faveur d'Erdogan et donc potentiellement le faire gagner cette élection? Premièrement, c'est la popularité de son parti et de lui-même, parce que son parti, l'AKP, a gagné toutes les élections depuis 2002. Ensuite, il y a le nationalisme, parce qu'Erdogan, il a fait une campagne très conservatrice et traditionnaliste, et il a beaucoup accusé aussi Kemal d'être un progressiste complètement occidentalisé qui va faire perdre à la Turquie toutes ses valeurs traditionnelles. Et enfin, le contexte géopolitique, parce que comme on l'a vu en France l'année dernière avec Emmanuel Macron, le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, ça peut faire que les électeurs veulent se ranger derrière le choix de la stabilité un peu. Vous vous en rappelez sûrement, c'est ce qu'on avait appelé l'effet drapeau en France il y a un an. Alors premièrement, il y a l'unité de l'opposition. Évidemment, ils sont pas d'accord sur tout, mais en tout cas, la coalition, pour l'instant, elle tient. Et en tout cas, en apparence, l'opposition, elle est unie et forte. Ensuite, évidemment, il y a la situation économique du pays, qui est donc avec une inflation énorme, les séismes qui ont fait 50 000 morts en février, et l'opposition s'en sert beaucoup en l'accusant un peu de tous les malheurs qui arrivent à la Turquie en ce moment. Ensuite, le troisième facteur, ça peut être un peu la baisse de popularité d'Erdogan, parce qu'il faut noter qu'à partir de 2021, sa popularité, elle a beaucoup chuté par rapport à tous les cadres du parti social-démocrate, même si fin 2022, elle est remontée un peu à son niveau de avant 2021. Et enfin, le contexte géopolitique, on a déjà parlé pour les atouts, ça peut être un atout pour Erdogan, mais ça peut aussi être un ennemi, parce qu'on l'a dit, elle a des relations assez tendues avec des pays occidentaux, et donc les électeurs turcs peuvent vouloir voter pour Kemal, justement pour un peu pacifier les relations avec l'Occident. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur Erdogan, son parcours et sa vie en entier, et vendredi prochain, on sortira une vidéo qui détaillera un peu tout ça. Si vous voulez vous tenir au courant pour les élections turques, vous pouvez vous abonner à TikTok et Instagram. On va sûrement en parler souvent en ce moment. Si vous voulez vous renseigner sur les séismes, on a fait une vidéo en février au moment des séismes où on racontait un peu tout ce qui s'était passé. Alors pour répondre à la question initiale de la vidéo, en fait, il n'y a rien dans les sondages, dans les facteurs et tout qui nous permettent de vraiment savoir quelle option est la plus probable. Donc je ne me permettrai pas de vous donner un peu ma prévision, parce que tout simplement, j'en sais rien.